Bonsoir, si vous vous connectez actuellement, vous êtes sur Sport Business Africa. Nous sommes la première émission traitant des questions relatives à la gouvernance, au management et au marketing du sport en Afrique et partout dans la francophonie. Installez-vous confortablement, tout de suite le sommaire, une signature d'Estrella Bebeng. Au sommaire de Sport Business Africa, en actu, on fait le bilan managérial des équipes africaines au mondial de volleyball. 12 matchs et autant de défaites pour les Lions indomptables de volley. Résultat presque similaire pour les Kenyanes qui s'en sont néanmoins tirés avec une victoire. Qu'est-ce qui peut expliquer ce piètre positionnement géostratégique de l'Afrique sur la carte mondiale de volleyball? On en parle dans cette édition. Depuis Dubaï, dans les Émirats arabes unis, avec Emilienne Ngo-Lepna, ancienne sportive reconvertie en analyste et journaliste du sport. Et puis dans la rubrique La stat de la semaine, on s'interroge sur comment améliorer le marketing autour du sportif africain. 1%, voilà en substance la valeur marchande des footballeurs africains engagés cette saison en UEFA Champions League. C'est ce que nous révélait déjà la semaine dernière une étude réalisée par Sport Business Africa sur la valeur marchande des footballeurs africains engagés en Europe. On analyse tout ça avec Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire français du sport business et spécialiste des questions de marketing international du sport, qui sera en ligne avec nous en direct de Paris, en France. Enfin, ça discute l'absence de l'équipe nationale du Cameroun de handball pour manque de moyens financiers au tournoi qualificatif des Jeux olympiques organisé par la Confédération africaine de la discipline fait suite à de nombreuses défections similaires observées dans les différentes compétitions sur le continent. Au vu de cette situation précaire des fédérations sportives, n'y a-t-il pas une nécessité de fluidifier l'économie du sport en Afrique à travers un fonds d'investissement panafricain dédié aux organisations sportives? On en parle avec nos experts. Sport Business Africa, c'est aussi vos rubriques habituelles avec un grand quiz sur le volleyball dans le monde. Installez-vous confortablement, ça démarre à l'instant. Ça démarre donc à l'instant, comme le disait tout à l'heure Estrella, et ça démarre avec justement deux gladiateurs. Ce sont des visages que vous avez déjà l'habitude de voir, et ça tombe plutôt bien. Ils sont encore là, Pierre Toukoulou, Pierre Tatou, et de l'autre côté André Onana. Et donc Pierre Toukoulou, je suis tombé, je checkais mon téléphone et je suis tombé sur un article qui parlait d'une activité dans laquelle tu es concerné. On sait que sur ce plateau déjà, on avait eu l'occasion de te féliciter par rapport à la réussite autour de l'événement LFPC Playoff. Et aujourd'hui, on revient donc pour parler d'une autre activité quand même qui s'annonce déjà comme la principale innovation sportive au Cameroun cette année. Il s'agit de Yafé Sport Experience. De quoi s'agit-il concrètement? Bonsoir Francelin. Salut. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Et André qui est là aussi. Alors, Yafé Sport Experience, c'est un ensemble d'ateliers en fait sur le sport. Vous avez le beach volley. Vous savez, c'est pas tous les jours qu'on a l'habitude de voir un tournoi de beach volley. Un tournoi international d'après ce qu'on annonce. International de beach volley. Donc c'est vraiment ressorti le glamour, le sexy autour du sport. Ouais. Et vous avez une compétition de e-sport. Ouais. Parce qu'il faut aussi dire que le e-sport est en train de prendre de l'ampleur au Cameroun et partout en Afrique. Voilà. Ouais. Vous avez le freestyle, vous avez... malheureusement, on a voulu avoir le basketball, mais ça n'a pas été possible parce que vous vous doutez bien que l'espace est déjà réservé pour d'autres activités. Donc, l'innovation, on a dit, OK, on va aller petit à petit crescendo. Mais voilà. On annonce aussi également un cross-country. Oui, justement, j'allais jeter par là. On a d'autres événements aussi à l'intérieur. On a le foot billard, mais
L'autre gros événement, l'autre gros atelier, à part celle du volley, c'est le cross-country. C'est une distance pratiquement de environ 14 km. Tout à fait. Qui se voudra vraiment corporate et athlète individuel au niveau amateur ou professionnel, tant sur le plan national qu'international, ils peuvent s'inscrire justement. Donc, en fait, vous aurez le déroulé de tout ce qui va se faire pendant je crois la semaine prochaine. Tout à fait. Vers la fin de la semaine prochaine avec la conférence de presse que nous préparons activement. Et il faut dire que pour ce projet de Yafé Sport Experience, la compagnie qui est project manager, c'est Six Sports. Oui, Six Sports de l'ami Francis Yannick Dégué, à qui on adresse le bonjour. Voilà, mais évidemment, c'est un partenariat avec la Fondation Interprogress. C'est une grosse machine de 4 agences. Intermanagement, dont le CEO c'est Raymond Mboga, qui est d'ailleurs arrivé au Cameroun vendredi dernier, parce qu'il vient d'Italie, il faut dire. Vous avez Omco Sports de l'ami Francis Longuené et vous avez Tattoo Vibes de l'ami Pierre Tatou. Oui, tout à fait. Il faut rappeler que justement le projet Yafé, qui est donc Yaoundé en fait, qui est donc une grande foire organisée depuis pratiquement 13 ans au Cameroun, est portée par la Fondation Interprogress en partenariat avec la communauté urbaine de Yaoundé, une grosse mobilisation. D'ailleurs, on annonce un gros mouvement sur les réseaux sociaux, notamment à travers ce qui est appelé de ce côté-là le projet Yafé Digital Soldiers. Vous aurez l'occasion d'en savoir plus dans nos prochaines éditions. Et de l'autre côté, j'ai l'ami André Onana. C'est un ancien arbitre reconverti aujourd'hui en manager du sport, très connu dans le milieu sportif camerounais et surtout footballistique. Salut André, comment tu vas? Salut Francis. Chaleureux bonsoir au boss et bon après-midi à tous ceux qui nous regardent. Tout à fait, on rappelle que ton homonyme a réalisé cette semaine un véritable clean sheet en Champions League face à l'équipe de Valence, 3-0. On parle pas souvent des performances sportives dans le cadre de cette émission, mais pourquoi pas. Alors, puisqu'on parle justement de performances et également de projets, moi j'ai vu ton nom dans un projet qui s'appelle Ocean Champions Project, qui est donc un projet de développement de l'académie sportive et du club de 2e division situé du côté de Kribi, c'est au Cameroun. Il s'agit du club OFTA. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou tout au moins en dire plus aux téléspectateurs? Oui, il faut dire que l'administration de OFTA a bien voulu nous associer à ce projet qu'ils ont pensé, cette administration a pensé quelque chose de lourd, mais maintenant elle avait besoin de l'expertise parce que voyez-vous, le Cameroun, l'Afrique tout entière est enclin véritablement en développement sur le plan stratégique, sur le plan du marketing, la communication et même du management. Ça fait que cette structure qui déjà a des catégories, il faut le dire, U13, U15, U17 et même U19 et même justement des équipes féminines a un projet novateur. De ce côté-là, on vous fait savoir qu'il y a déjà 10 hectares de terrain qui ont été réservés pour l'académie. Vous avez les infrastructures qui vont naître bientôt. Ça fait que il faut mobiliser pratiquement toutes les forces vives de ce côté-là et même se faire entourer de quelques experts dans des domaines que vous connaissez. Tout à fait. Je crois que c'est un projet porteur. Je suis convaincu que de ce côté-là, on aura une grosse équipe qui pourra, pourquoi pas dans les années à venir, rivaliser avec le tout-puissant Mazembe. Tout à fait. Et nous, on va souhaiter bonne chance à ce projet. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine puisqu'on vous réserve un grand dossier sur les académies sportives en Afrique. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être on va entrer dans le vif du sujet. Il faut dire que 11 matchs, 11 défaites. Eh bien, voilà un peu l'addition obtenue par les Lions du volleyball lors du dernier championnat mondial de volleyball. C'est vrai que la performance réalisée également par nos amis du Kenya n'était pas plus reluisante, mais même si elles s'en sortent avec une victoire. Et là, la question qu'on se pose, c'est comment expliquer justement cette piètre performance des équipes africaines justement sur le plan mondial? Est-ce que c'est un problème de management, de financement et tout? On aura l'occasion de revenir après, mais on va d'abord planter le décor que nous propose justement Marina Ngogvina dans son reportage. La sélection senior du Cameroun à la 12e édition de la Coupe du monde de volleyball dames se tenant au Japon depuis le 14 septembre.
Ayant été choisis pour participer à ce tournoi regroupant les 12 meilleures nations de la discipline dans le monde, les Lions indomptables sont domptés 11 fois, perdant à chaque fois des rencontres sur le score de 3-7-0, 3-7-2 et 3-7-1. Face à la Russie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, les Pays-Bas, le Brésil, les États-Unis et la Serbie, les Camerounaises n'ont pas pu rivaliser avec ces ténors en la matière. Une lueur d'espoir était néanmoins visible face à l'Argentine et la République dominicaine, où les Lions ont dominé, s'accrochaient et perdant finalement les rencontres à leur portée sur le score de 3-7-2. Lors du duel 100% africain, s'inclinent face à leur adversaire de toujours, les Kenyans, sur le score de 3-7-1. Un autre échec enregistré face aux Malaika Strikers. Au terme de cette compétition qui s'est étendue sur 2 semaines dans différentes villes nippones, les voisines chinoises s'adjugent la palme d'or en remportant cette énième édition. Succédant elle-même pour la 6e fois avec 32 points, elle dévance ainsi les Américaines qui pointent au 2e rang avec 28 points, suivi des Russes 23 points. Christiane Nana et ses coéquipières, quant à elle, occupent le 12e rang sur 12 équipes avec 2 points, précédant le Kenya 11e 3 points et l'Argentine 10e 5 points. De l'expérience a manqué à la sélection camerounaise, double championne d'Afrique en titre qui n'ont pas su gérer leur avance, faisant des fautes individuelles et de réception-service. Cette déconvenue pourrait être mise sous l'actif du climat morose régnant au sein de la tanière, où la sérénité, le plus vieux démon des sélections camerounaises, est toujours au rendez-vous. Alors, voilà un peu le bilan sportif. Nous, on va essayer de faire le bilan managérial. Et moi, les gars, quand on regarde ces performances-là, il y avait un discours qui revenait tout le temps du côté des équipes africaines. On est venu apprendre, on n'est pas venu gagner, on est venu participer. On avait l'impression qu'elle jouait elle se prenait pour le baron de Pierre de Coubertin. Alors, la question qu'on se pose, est-ce qu'on n'a pas là une véritable... Est-ce que ces défaites-là, aujourd'hui, qui sont constatées par les équipes africaines sur l'échiquier mondial, ne sont pas dues à un manque de vision de la part des managers du football, du sport, de manière globale, du sport africain, même si là, on parle spécifiquement du volleyball. La parole à qui veut la prendre? Bon, je vais la prendre pour dire que, en fait, je me satisfais déjà de la participation du volleyball camerounais à cette Coupe du Monde. Il faut dire que toutes les équipes qui étaient là-bas, en dehors du Kenya, étaient mieux classées que les Lions. Maintenant, ce que je peux regretter, c'est que même celle que nous avons récemment battue en Coupe d'Afrique a pu nous damer le pion lors du dernier match. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que quand on n'a pas gagné, on est appris. Ouais. C'est-à-dire qu'on a fait une compétition, il faut tirer les leçons. Maintenant, quand je regarde, quand j'observe ce qui s'est passé ces 4 dernières années, quand on parle du volleyball camerounais, je pense que avec de la volonté, avec le renforcement des capacités, avec la sollicitation de quelques expertises, ce volleyball peut véritablement décoller parce que j'ai vu le projet, la refondation. Ils vont dans des lycées, ils vont dans des collèges, il y a des infrastructures qui sont en train d'être créées. Moi, j'ai un grand espoir. J'ai un grand espoir parce que j'ai vu une équipe vraiment rompue à la tâche, qui a réussi à relever le volleyball. Vous savez, au Cameroun, quand on parle de l'équipe nationale de volley, elle n'est pas très loin de l'équipe nationale de football. Ouais. Simplement parce qu'il y a des gens qui ont véritablement cravaché pour relever le niveau. Je suis convaincu que si on garde la même dynamique, si on garde le même esprit d'ici la prochaine Coupe du Monde, pourquoi pas, on pourra se retrouver en train de jouer les premiers rôles. Moi, j'y crois de toutes les manières. Mais t'as tout est presque parfait, comme est en train d'essayer de nous peindre André. Qu'est-ce qui a donc manqué justement à ces équipes africaines-là lors de cette Coupe du Monde? Alors, FGO. C'est vrai qu'on t'appelle beaucoup Frangis là, mais moi, j'ai pas fait FGO. Alors, FGO, je pense que le véritable problème est... en fait, il faut situer le problème à 2 niveaux. Ouais. Alors, il y a Marina, dans son papier, a parlé des problèmes internes. Tout à fait. Et après, primes et consorts. Voilà. Et puis après, il y a... enfin, comment je parle de problèmes internes, je parle au niveau du volet technique, c'est-à-dire le volet vraiment sportif. Parce qu'il y a le volet sportif et le volet administratif. Le volet sportif, on nous a toujours dit qu'on va apprendre. On va apprendre. Ben, écoutez, on apprend tous les jours. Mais même en apprenant, on gagne. Alors, il est un peu... En fait, pour moi, c'est un échec de dire vous avez une équipe qui est championne d'Afrique et qui n'arrive pas à gagner un seul match. Moi, j'ai un problème avec ça. Oui, mais qui participe aussi pour sa première fois à une Coupe du Monde. Non, c'est pas ça le truc, en fait. Le truc, c'est être champion d'Afrique et pouvoir gagner au moins un match.
Quand on va apprendre, on ne va pas parce qu'on veut rester derrière la classe. Oui, mais on a aussi des équipes supposées plus fortes. Je ne pense pas, pour transposer un peu ça, je ne pense pas qu'un enfant passe le probatoire ou le BPC ou le probatoire et qu'il arrive en classe supérieure. Il va parce qu'il va dire, ok, je vais apprendre, je ne connais pas, je vais apprendre. Non, parce que c'est pas ça. En fait, quand vous partez quelque part, dites-vous aussi que on peut arriver quelque part, on peut faire les choses. On a 12 matchs, il faut quand même qu'on gagne un seul. Il faut rappeler justement dans le registre sans te couper et Tatour, on va juste repréciser aux téléspectateurs que c'est un fait de parler aujourd'hui d'apprendre, mais il faut dire quand même que ces filles ont déjà participé aux Jeux Olympiques, elles ont participé à la World Grand Prix, elles ont participé à pratiquement tous les tournois internationaux en matière de volleyball sur les 3-4 dernières années. Je parlais encore d'apprentissage lors d'une compétition comme celle-là. Et il faut dire que dans cette équipe-là, il y a celles qui sont pros. Tout à fait. Non, la plupart d'ailleurs. Et celles qui sont pros, qui jouent des bons championnats à l'étranger. Donc, alors, elles sont pour la plupart frottées à ces filles-là en club. En club, tout à fait. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on reste sur la logique où ça n'a pas marché. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faudrait qu'au niveau de l'Africa Volley, par exemple, qu'on s'asseye et on dit, OK, au niveau technique, qu'est-ce qui n'a pas marché? Le coach Akono est là depuis. Est-ce que le disque commence à être rouillé? Est-ce que le logiciel commence à être foiré? Est-ce qu'il ne faut pas l'update? Pas pour dire qu'il faut changer le coach Akono. Ou alors, est-ce qu'il ne manque pas un préparateur psychologique? Est-ce qu'il ne manque pas un préparateur psychologique? Parce qu'il faut rappeler quand même qu'il y a des matchs où les filles menaient 2-7-0. C'est pourquoi je disais, mon premier point, c'est sur le volet technique. On a vu des matchs où ces filles ont mené, mais après elles ont perdu les matchs de la plus belle des manières. Pareil pour l'équipe du Kenya d'ailleurs. Justement, Franck Ghislain, je crois qu'on se rejoint dans cette analyse. Moi, je ne suis pas en train de dire que on a réussi. Non, je suis en train de dire que quand je regarde la trajectoire, je pense quand même qu'il y a de l'espoir. Quand je dis qu'il y a de l'espoir, je vous rejoins quand vous dites qu'il n'y a pas de préparateur psychologique dans cette équipe. Maintenant, il faut tirer les leçons de cet échec. C'est pour ça que je dis c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait cette émission. Mais justement, quand on n'a pas gagné, on a appris. Alors, qu'est-ce qu'on a appris de cette expérience? C'est que c'est le haut niveau. Et au haut niveau, le détail, ça ne blague pas. Vous n'avez pas de préparateur psychologique. La conséquence, c'est quoi? C'est que vous menez 2-7-0, vous vous faites rattraper. Et puis, au contraire, c'est l'inverse qui devait se produire. Quand vous êtes mentalement prêt, on peut vous mener 2-7-0. Vous arrivez à renverser la vapeur. Mais alors, si on a subi, je crois que... Alors, pour chuter peut-être sur la question du préparateur psychologique. Non, pour chuter, c'est parce que j'étais encore sur le volet technique. Tout à fait. Et sur le volet technique, André parle du préparateur psychologique. Il y a les performances des filles. Est-ce qu'elles sont encore au niveau? Est-ce que ces filles-là... Parce que il faut dire, parfois, quand vous gagnez un tournoi majeur, il y a parfois cette tendance de se dire, ok, je suis arrivé, je ne travaille plus. Vous voyez un peu? Donc, il faut revoir au niveau de la préparation psychologique, préparation physique, préparation athlétique et au niveau de l'encadrement technique lui-même. Bon, maintenant, il y a le volet administration. Et financier aussi. Le volet administration, avec l'administration, les finances, le volet managérial. Qu'est-ce qui ne marche pas? Parce que depuis on entend parler d'histoires de primes, on entend parler d'histoires de suspension de certains cadres, on entend parler... Est-ce que le problème se pose au niveau de la fédération ou au niveau du ministère des Sports? Après aussi, est-ce qu'il ne serait pas, les gars, puisqu'on est quand même aujourd'hui les locomotives du sport business en Afrique, est-ce qu'il ne serait pas aussi de notre devoir de demander aux fédérations de sortir de plus en plus de la tutelle des ministères? Parce que il faut expliquer également aux téléspectateurs un élément fondamental, c'est que dans le volleyball, les équipes nationales ont l'opportunité de brander les maillots, ce qui est totalement interdit dans certaines disciplines sportives comme le football. Or, dans le volleyball, elles peuvent brander les maillots et donc une compétition mondiale qui est diffusée en Mondovision sur au moins 100 pays à travers le monde peut attirer normalement des sponsors. Mais les fédérations se disent, on ne va pas chercher les sponsors, on va espérer simplement le financement de l'État. Je ne pense pas que les fédérations se disent qu'on va pas chercher des sponsors. Mais les sponsors ne s'intéressent pas. Peut-être parce qu'il n'y a pas de projet marketing assez relevé. Voilà, je pense que il faut comprendre que
peut-être au niveau de la fédération, Oui. on n'a pas mesuré en fait L'ampleur d'une telle compétition. d'une compétition D'où comme celle-là. l'éternel Ou alors apprentissage. au niveau des fédérations, on n'a pas encore vraiment mis sur pied un business model Tout à fait. pour dire, OK, nous allons vendre, parce que André parlait de la refondation, la formation à la base. Oui. Oui, c'est bien, mais après, il faut savoir vendre le produit. spectacle. Il faut savoir vendre le produit. Parce qu'il n'existe pas un championnat professionnel au Cameroun Mais qui voilà. est 2 fois champion d'Afrique. Mais quand même. voilà, Ouais. quand vous partez de ce point-là, vous dites, vous avez déjà une compagnie qui, je sais pas, va vous dire, OK, au plan national, on ne voit pas trop, Ouais. on n'entend pas trop, Ouais. c'est Il y a que- il y a de manière que sporadique Camtel, qu'on une entreprise de entend télécom qui parler. accompagne le projet, Oui, ouais. bon, Camtel, c'est peut-être parce que... Oui, c'est un projet gouvernemental. Enfin, Madame le DG est ancienne volleuse. Ancienne volleuse, tout Donc, à fait. il est vrai que Camtel était déjà là avant qu'elle ne vienne, mais elle a pérennisé le Le partenariat. partenariat, Donc, tout à fait. mais aujourd'hui, il faut intéresser les entreprises. Il faut intéresser. Et puis, il faut dire, je me tue souvent à dire, mon plateau ici, partout où je suis passé, que la fédération, les fédérations doivent s'attacher les services des agences. Tout à fait, des agences de marketing Donc, spécialisées dans les questions de sport. c'est pas seulement le marketing. Au De niveau management, au niveau de la même également, communication. comme c'est le cas avec Ofta de Crédit qu'on évoquait tout à l'heure. Au niveau du management. Ouais. Parce que la fédération. Le volet juridique. Le volet juridique. La fédération Tout à est cette entité qui porte le produit. fait. Ouais. Vous voyez un peu. C'est en fait l'entité qui conçoit le produit. Maintenant, au-delà de la conception du produit, il y a la mise en valeur du produit. Tout à fait. Au-delà de la mise en valeur du produit, il y a la commercialisation du produit. Ouais. Et puis après, il y a la consommation du produit. Donc, vous voyez que la fédération ne peut pas faire ces 3 piliers, ces 3 éléments à la fois. Elle devrait s'entourer des personnes, des entités, des structures qui peuvent... Qui s'y connaissent. On reviendra tout Les à l'heure accompagner. justement sur les solutions, mais peut-être on va déjà prendre le premier vol de cette émission. On va du côté des Émirats Arabes Unis. Eh bien, elle nous attend de ce côté-là. Elle s'appelle Émilie Ngolepna. Il faut dire que c'est une ancienne sportive camerounaise reconvertie en analyste et en journaliste international du sport. On nous signale justement qu'elle est déjà connectée. Bonjour Émilie, comment tu vas? Et comment va Dubaï ce soir? Bonjour à tous. Tout simplement ravi d'être des vôtres dans cette tranche d'antenne dont on ne tait plus le professionnalisme. Avec vous, on oublie la canicule insupportable de Dubaï, Gisela. Alors, Émilie, tu nous as écouté tout à l'heure, on essayait de faire une analyse managériale de ce qui s'est passé au Japon lors de cette Coupe du Monde vis-à-vis des équipes africaines. Quelle est l'appréciation que tu fais justement de la participation du Cameroun et du Kenya à ces championnats du monde? En sortant à la première phase de poule dans cette Coupe du Monde Japon 2019, les Kenyans et les Camerounaises ont fait tout simplement preuve de contre-performance qu'il faut assimiler à la médiocrité. Pourtant classées 17e mondial avant cette Coupe du Monde, les Camerounaises n'ont pas pu améliorer leur ranking. Elles sont sorties avec 2 points pour 0 match gagné. Le même exploit a été accompli par le Kenya, qui a quand même réussi à s'imposer face à son adversaire de toujours sur le continent, à savoir le Cameroun. La tristesse et la désolation sont là. Une 5e participation insignifiante depuis la création de cette Coupe du Monde pour le Kenya et une première parade ridicule pour les doubles champions d'Afrique. On a de la peine à croire que ce n'était pas un safari touristique bien organisé qui se faisait en terre nippone. Alors, Émilie, tout à l'heure, on évoquait avec André Tatou, et André nous faisait part quand même du fait qu'il n'a pas manqué grand-chose aux filles pour s'en sortir. Et moi, la question que je te poserais, c'est, selon toi, qu'est-ce qui a manqué? Si tout semblait bien organisé, qu'est-ce qui a manqué? Il faut faire la part des choses pour savoir ce qui manque au Cameroun et au Kenya pour s'imposer face aux équipes abordables comme l'Argentine ou la République dominicaine. Faire la part des choses, c'est d'abord comprendre que le public sportif, les fans et les différents encadreurs ont vite fait d'idéaliser ces 2 équipes qui ne cessent de prévaloir leur supériorité parmi les plus médiocres dans le continent africain 100 ans. Donc, dès lors qu'on les a idéalisés, on a oublié de les professionnaliser.
on oublie de créer des championnats, de suivre des championnats, de former les jeunes filles, de demander des matchs amicaux. Nous sommes d'accord que le Cameroun, précisément, compte uniquement 3 à 4 joueuses clés, auxquelles viennent se greffer le reste de joueuses qui ignorent les formules des tournois comme la Coupe du Monde de volleyball ou les championnats de volleyball qui ont 12 matchs d'affilée en 12 jours. Cela, on ne se lève pas un matin pour participer à la Coupe du Monde de volleyball. Donc, l'initiative du professionnalisme devrait partir de la fédération qui devrait mettre tout en jeu pour préparer le Cameroun, les Lions indomptables, et le Kenya dans sa nation à ce genre de tournoi. Donc, il faut comprendre que à partir de ce moment-là, ce n'est pas une visite de courtoisie qu'on rend aux équipes au niveau des tournois internationaux. Ça demande de la préparation, ça demande de la cohésion, ça demande une force mentale. Le Cameroun a fait preuve de beaucoup de faiblesse, de manque d'envie, comme l'a bien même souligné le coach Jean-René Akono. Mais s'il y a eu manque d'envie, le coach Jean-René Akono va en vouloir à qui? Une équipe qui va à un tournoi international se doit quand même d'avoir des préparateurs psychologiques, sinon un mental à toute épreuve. Alors qui dit mental à toute épreuve ne parle pas seulement de quelqu'un qui viendra bavarder, vociférer ou claquer des doigts ou remettre de l'ordre. Ça parle des codes de conduite, ça parle des signes, ça parle des codes, ça parle des façons de faire, des changements dans la tactique, des changements dans la façon de jouer. Nous n'avons pas bénéficié de nos side-outs. On comprend, Émilie, que tu es un peu... C'est vrai que c'est une situation qui est assez passionnante quand même. Et maintenant, s'il faudrait parler en termes de solutions, Émilie, qu'est-ce que tu proposerais pour améliorer le management des équipes sportives africaines? Oui, pour améliorer le management des équipes sportives d'Afrique, je pense que la réponse à cette question relève d'une concertation générale des fédérations nationales de toutes les disciplines sportives dans l'ensemble du continent. Il faut ratisser large, signer des conventions comme des objectifs à atteindre avec sanctions à l'appui. Cela est valable des sanctions. Ça veut dire que j'imagine un marché interactif où les agents, les managers, les coachs, les journalistes, les médecins, nutritionnistes, les préparateurs psychologiques, les préparateurs sportifs viendront se rencontrer et discuter, acheter, partager, offrir, conseiller, contribuer, orienter, et avec bien sûr l'action des mécènes, des hommes d'affaires, des entrepreneurs. Je crois que le management n'est plus aujourd'hui facile lorsqu'il est abordé entre le joueur et son manager. Parce que cela ne demande pas seulement de l'argent, cela ne demande pas simplement de prendre un joueur et puis d'aller l'inscrire à lui faire des tests à Lille. Ça demande par exemple un caméraman qui va faire des vidéos, ça demande un billet d'hôtel, une place dans un hôtel, ça demande ce que ça demande. Donc, dans un marché interactif, on a besoin beaucoup plus accès à une grande catégorie de fournisseurs de compétences qui fait que, ensemble, on peut très bien s'entourer autour d'un player et en faire quelque chose de grand
quelque chose de noble, de digne. Tout à fait, je pense qu'on est assez édifié sur la question. Merci beaucoup Émilie, on rappelle que tu es donc une ancienne sportive camerounaise, résident à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, et que tu es également une activiste du journalisme sportif. Et on connaît aujourd'hui ta veuve et surtout, on sait que tu n'as pas ta langue dans ta poche. Eh bien nous, on se prend prochainement, mais les gars, pour revenir sur ce sujet, du moins pour sortir de ce sujet, quelles sont les solutions aujourd'hui à envisager pour améliorer le management et surtout la rentabilité des fédérations sportives africaines? Ben, écoutez, je crois qu'Émilie a donné des... Émilie a donné des pistes. A donné des pistes, l'implication des mécènes, l'implication des entrepreneurs, l'implication du monde économique, du monde des médias, l'implication de tous ces acteurs-là ferait que aujourd'hui le volleyball au niveau national ou africain pourra commencer à se faire une plage de choix, où le volleyeur ou la volleyeuse camerounaise qui joue au Cameroun commencera à jouer un championnat professionnel, où elle pourra commencer à avoir un salaire. Et elle pourra commencer aussi à aspirer à vendre son image, peut-être parce que le championnat est médiatisé, peut-être parce que il y a des sponsors qui viennent, peut-être parce que le manager qui est André Onana pourra trouver une possibilité au Paris Saint-Germain version volleyball. Bref, il y a beaucoup de choses, mais tout commence par la volonté de la fédération d'ouvrir les portes aux différents partenaires et de commencer à solliciter les partenariats des experts dans chaque domaine de l'arbre. Alors André, un dernier mot, une solution en 30 secondes. Je pense que les fédérations doivent se départir de la tutelle, la tutelle ministérielle qui représente pour moi un gros goulot d'étranglement. Tout à fait. Pour ma part, les fédérations doivent s'auto-administrer, c'est-à-dire que payer elles-mêmes leurs entraîneurs, trouver des agences qui vont gérer le volet communication, marketing, sans avoir... L'État doit rester là pour appuyer simplement s'il y a nécessité. À partir de ce moment, je pense que le volleyball pourra se relever. Et un autre aspect, il y a ce qu'on appelle le transfert des technologies, ça peut aussi être le transfert des compétences et des connaissances. Il faut bien envoyer les encadreurs, se recycler là où ça se fait le mieux. Vous voyez, parce que c'est un sport. Le sport aujourd'hui, il est dynamique. Il évolue, que ce soit sur le plan de l'entraînement, que ce soit sur le plan de la physiologie. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui nécessitent vraiment des connaissances approfondies. Alors, il faut que tous ces dirigeants, tous ceux qui sont là, que ce soit les administratifs ou ceux qui sont dans le volet technique, aillent se faire recycler, aillent chercher à avoir de nouvelles connaissances, question de venir remettre à niveau ou alors niveler les valeurs, parce que c'est ça qui va créer une saine concurrence. S'il y a le nivellement de valeurs, la concurrence elle va s'établir et forcément on va choisir les meilleurs. Dans la concurrence, ce sont les meilleurs qui s'en sortent. Voilà pour moi les solutions à une vraie révolution. Comme je disais tantôt, j'étais déjà fier de la refondation qui a réussi à redorer l'image du blason au niveau continental. Maintenant, il faut aller bien au-delà du niveau continental. C'est pour ça qu'il faut donc faire appel aux agences comme Tattoo Vibes qui est spécialisée justement dans le marketing sportif, dans l'événementiel. Parce que c'est cet événementiel qui va permettre à une multinationale de venir prêter son nom. Forcément, quand la multinationale prête son nom, il y a des ressources financières qui vont suivre. Alors, avec les ressources financières, on pourra organiser un très bon championnat. Les filles auront de très bons salaires. Forcément, ça va créer de la bonne concurrence. D'accord, ça va créer donc de la bonne concurrence. Bah nous, on va faire quoi? On va tourner la page pour voir si derrière, on va trouver de la bonne concurrence. Alors,
De retour sur ce plateau, on évoquait déjà la semaine dernière, les gars, le fait que cette étude-là, menée par Sport Business Africa sur les valeurs marchandes, ou la valeur marchande globale des joueurs évoluant en Champions League africaine, en Champions League européenne cette année, eh bien, il faut dire qu'aujourd'hui, la particularité, c'est la semaine dernière, on s'était focalisé sur le volet purement financier, et aujourd'hui, on va peut-être évoquer le volet marketing. Est-ce qu'on peut dire que les footballeurs sont bien encadrés du point de vue marketing? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Moi, je ne peux pas dire que les footballeurs africains sont ou les sportifs de manière globale. De manière globale. En fait, ceux qui évoluent sur le continent africain, parce que ceux qui sont de l'autre côté de l'Europe, ça se passe encore légèrement mieux, simplement parce que là-bas il y a des agences sérieuses et crédibles qui arrivent quand même à prendre. Moi je me souviens quand même de Samuel Eto'o avec Puma, c'était pas n'importe quoi. Ouais. Donc aujourd'hui je crois que nos joueurs sont sous-évalués parce que il n'y a pas ce travail marketing qui est fait en arrière, communication marketing. Quand on parle d'1%, mais Seigneur, quand je regarde des joueurs comme Aubameyang, Sadio Mané, si vous voyez ceux qui brillent actuellement en Champions League européenne, ce sont des Africains. Ouais. Vous avez Sadio Lapère de Liverpool, vous avez le défenseur central, le Camerounais Matip de Liverpool, dont l'absence s'est fait ressentir récemment en Champions League. On a vu que Virgil van Dijk s'est enfin fait dribbler. Justement, il s'est fait enfin dribbler. Et de quelle manière? Et de quelle manière? Mais vous allez voir que Virgil van Dijk, il coûte doublement plus cher que Matip. Bien évidemment. Bon, donc, il faut travailler. Il faut véritablement que les Africains comprennent, en fait, qu'on essaye de faire confiance, comme on le disait, aux professionnels de la chose. Vous avez des compagnies spécialisées dans le marketing, des compagnies qui appartiennent aux Africains, qui ont fait leurs preuves ailleurs. Je crois que Tato Vibes a fait ses preuves aux États-Unis. Mais alors, ça s'est bien passé là-bas. Pourquoi ça ne se passerait pas bien en Afrique? Donc, il faut faire appel à de l'expertise locale, et il y en a. Alors, Tato, on apprenait justement cette semaine la signature de disons-le, la meilleure joueuse africaine actuelle. Elle s'appelle Chunjoya Adjara, c'est une Camerounaise. On a annoncé sa signature avec une agence de marketing de l'aîné Nasser Njoya, le promoteur de Palmarès Sport. Est-ce que ce n'est pas là le début quand même d'une volonté pour les footballeuses de se lancer également dans la promotion de leur image et surtout une meilleure visibilité marketing? En fait, il faut dire que déjà j'ai félicite Nasser, que j'ai eu la chance de voir... avec qui j'ai la chance de partager quelques minutes lors du dernier match des Lions à Yaoundé contre la RDC. Tout à fait, victoire 2-0 des Lions. Et un but d'Adjara justement. Quelques jours avant, Nasser avait signé justement tout dans son label. Mais pour revenir à la question de savoir si c'est pas un début. En fait, il faut comprendre que je pense que Nasser n'est pas à sa première signature. Oui, bien sûr. Tato Vibes a eu à signer des talents. Mais Yongo Bitolo, le problème n'est pas signer des talents ou pas. Tout à fait. Le problème, c'est que le talent comprenne qu'il doit s'investir, ou alors il doit investir dans son personal branding. Tout à fait. Si le talent n'investit pas dans son personal branding, il y a marque personnelle. Ça marque il y a un problème. Si vous prenez un talent à qui vous expliquez le bien fondé d'une démarche communicationnelle et marketing bien précise, avec vraiment commerciale, et qui ne comprend pas ça, ben écoutez, ça ne servira à rien de le garder. Tout à fait. Donc, l'idée à la base, c'est de se dire, oui, je vais signer des talents. Oui, parce que le talent, il a compris qu'au-delà de ses performances athlétiques ou alors sur le terrain, pour résumer, il faut, pour qu'il ait une valeur marchande assez intéressante, il faudrait qu'on développe sa marque, qu'on développe son produit, qu'on le développe en gros. C'est-à-dire, il faudrait que le personal branding se mette sur pied, qu'on travaille sur le volet communicationnel, qu'on travaille sur le volet merchandising, qu'on travaille sur le volet marketing. Bref, qu'on mette tout un arsenal de produits derrière
d'éléments derrière pour qu'il soit un produit vendable à une juste valeur. Tout à fait. Alors, on va revenir justement sur le plateau pour évoquer ça, mais déjà, on va prendre le vol pour Paris, où nous attend de l'autre côté, notamment de ce côté-là, Vincent Chaudel. Il faut dire que c'est le fondateur de l'Observatoire français du sport business. Il est enseignant à l'université, c'est un auteur, il est également un très très grand promoteur du sport business à travers le monde et surtout un spécialiste des questions relatives au marketing international du sport. Il est connecté avec nous. Salut Vincent Chaudel. Alors moi, je te prends directement avec cette question que Tatou, André et moi on évoquait déjà. 1%, c'est donc en substance ce que représente aujourd'hui la valeur marchande du footballeur, des footballeurs africains prenant part à la Champions League cette année. Est-ce que selon toi, ce chiffre n'est pas un peu insignifiant? Bonjour. 1%, c'est bien évidemment trop peu. On est dans un système qui concentre le talent en Champions League et c'est un talent à la fois sportif et aussi un talent marketing. Donc il y a une vraie réflexion à mener sur les deux sujets pour le football africain. À la fois développer des talents, et il y en a énormément en Afrique, et à la fois développer un potentiel marketing, une notoriété, ce qu'ont eu des joueurs comme Drogba ou Eto'o et qu'on a du mal à retrouver aujourd'hui, à part peut-être un Mohamed Salah. Alors Vincent, qu'est-ce qui peut donc expliquer cette sous-cotation des footballeurs africains sur le marché européen? Ce qui peut expliquer cette sous-cotation, c'est en partie le fait que désormais, avec la décision de la FIFA de ne pas permettre les transferts de moins de 18 ans, les transferts internationaux de moins de 18 ans, il faut soit que les clubs européens forment en Afrique, soit que la formation africaine se développe et se renforce, notamment dans les réseaux de compétition de jeunes. Ça permettra d'avoir des grands talents qu'on a eu jusqu'ici avec des Eto'o, encore une fois, ou Drogba et bien d'autres, mais qui se font plus rares aujourd'hui. Et puis l'autre sujet, eh bien, c'est leur médiatisation et la médiatisation des championnats africains eux-mêmes, puisque jusqu'à 18 ans, les joueurs sont supposés être là désormais, ou alors ce sont des binationaux, mais vaut mieux développer les talents en Afrique, il y en a énormément. Alors Vincent, la semaine dernière, justement, sur ce plateau, nous évoquions cette polémique-là, l'absence des footballeurs africains sur les podiums européens. Moi, la question que je m'en vais te poser, c'est celle de savoir, est-ce qu'on peut justement créer, on peut entrevoir un lien entre cette absence-là des footballeurs africains sur les podiums européens et justement leur valeur marchande? Malheureusement, oui, il y a un lien entre la sous-médiatisation des joueurs africains et leur absence au niveau des trophées comme le Ballon d'Or ou les meilleurs joueurs. Pourquoi? Eh bien, parce que et nous, on l'a vu en France avec un garçon comme Ribéry, un très grand joueur, mais sous-coté au niveau des réseaux sociaux, sous-coté au niveau du marketing par rapport à deux monstres sportifs que sont Cristiano Ronaldo et Messi, qui glanent encore des trophées, même s'ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde ou s'ils n'ont pas gagné de grands trophées l'année dernière. Donc voilà, Mohamed Salah qui pourtant a fait un très grand championnat, une très grande Champions League, malheureusement a loupé sa CAN et a loupé pour cause de blessure sa Coupe du Monde. Et il n'a pas pu bénéficier à fond d'une saison extraordinaire et son absence sur le podium est quand même regrettable parce que réellement c'était certainement un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur l'année passée. Vincent, maintenant, puisqu'on sait, on a conscience de la situation, la question qu'on aimerait se poser, c'est quelle solution pour justement améliorer cette situation-là? Accroître la valeur des joueurs africains, c'est d'abord les soutenir. Il y a une vraie puissance dans les réseaux sociaux en Afrique, sur Facebook notamment, mais pas que, Facebook, Instagram. Beaucoup d'Africains sont dessus, beaucoup de joueurs africains le sont aussi. Il faut les suivre, il faut les soutenir, il faut qu'ils aillent chercher les 10, 15, 20, 30 millions de fans. C'est à ce prix-là, entre guillemets, que se génère l'intérêt des annonceurs, aussi des clubs et des médias. Donc soyez derrière vos joueurs, likez-les, soutenez-les. Il y a du talent en Afrique, ça va le faire.
Il y a des talents en Afrique, ça va le faire. Merci beaucoup Vincent. On rappelle donc que tu es le fondateur de l'Observatoire français du sport business et également un spécialiste des questions relatives au marketing international. On aura d'ailleurs l'occasion de t'avoir dans nos prochaines éditions. Il faut rappeler également qu'on devait avoir dans le cadre de ce programme notre confrère de Canal+, Philippe Doucet, avec qui on a également évoqué la question et justement on remarque que les avis sont plutôt partagés à ce niveau-là et on se rend compte justement de la nécessité pour les sélections africaines, pour les joueurs africains, les organisations sportives africaines d'améliorer justement leur marketing et surtout leur présence sur les réseaux sociaux. Alors les gars, quelles sont justement, au vu, à la lumière de ce que disait tout à l'heure Vincent, les solutions qu'on peut envisager face à cette situation? Les solutions sont simples. Je continue à dire, il faut prendre des spécialistes. Il faut attacher les services des spécialistes. Vous savez, la communication n'est pas quelque chose qu'on pourrait faire en se levant de son lit le matin si on n'a jamais été formé à cette matière-là. L'idée à la base, c'est de se dire... je veux être célèbre. J'ai une équipe qui évolue au championnat professionnel camerounais. Je vais être célèbre. Il faudrait qu'à la fin de la saison, que je passe de, je sais pas, 1000 followers sur les réseaux sociaux à 500 000 followers. Et comment est-ce que je fais? Est-ce que j'ai des joueurs qui sont des joueurs vendables en termes d'image? Est-ce que j'ai des talents? Est-ce que je peux développer mon club pour que mon club devienne une marque? Donc, bref, il y a déjà cette prise de conscience des dirigeants sportifs qu'il faut impérativement avoir. Maintenant, se dire, OK, je vais donc chercher les gens pour m'aider à grandir. Moi, je prends ici, à titre d'exemple, Ofta de Kribi, qui a fait appel à Omco Sport pour transformer le club de Ofta en véritable produit. Vous savez, ce qu'on ne comprend pas beaucoup chez nous, c'est que dans l'organisation, même européenne, d'un club, il y a ce qu'on appelle le volet strictement sportif, ce qu'on appelle le volet strictement administratif et financier. Alors, c'est dans le volet administratif que nous, les agences, apparaissons. Parce que c'est à ce niveau qu'on gère la communication, à ce niveau qu'on gère les produits dérivés, à ce niveau qu'on gère le marketing, à ce niveau qu'on gère la billetterie. Mais c'est à ce niveau-là que nous devons nous positionner et que les propriétaires de clubs ou les promoteurs de clubs, à ce niveau qu'ils doivent comprendre que non, en fait, on a besoin de ces gens-là pour pouvoir développer. Parce que développer notre club. Donc, et cela va pousser évidemment... on parle du club là, ça peut être aussi le joueur, ça peut être le talent qui dit ok, moi je me concentre uniquement avec mon personal trainer sur le volet sportif, mais je laisse d'autres personnes gérer, tout comme on laisse les avocats gérer le volet juridique. Je laisse d'autres personnes gérer le volet marketing, communicationnel et autres. Je ne peux pas tout faire seul. Tout à fait. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faudrait se positionner et je pense que c'est l'une des premières solutions. Il faut dire qu'il y a aussi un problème d'image qui se pose. D'ailleurs, notre confrère Philippe Doucet qui nous suit donc en direct et qui nous écrit distinguons deux cas. Le joueur africain formé en Europe est jugé comme les autres. Le problème de sous-côté concerne surtout ceux qui arrivent du continent. Il y a une méfiance réelle, il y a aussi les difficultés à faire sortir les joueurs, une opacité et des bizarreries justement pour abaisser le prix officiel. Donc on a l'impression justement, au vu de ce que évoque ici là le confrère Philippe Doucet de Canal+, que le problème également du football africain, c'est peut-être parfois également l'Africain lui-même. D'ailleurs, on évoquait la semaine dernière les votes lors du prix FIFA de Best. On s'est rendu compte que pratiquement aucun Africain n'a voté pour un footballeur africain. Et donc, il y a également ces problèmes-là au niveau du continent africain, peut-être qu'il faudrait également résoudre. Et à ça, quelles pourraient être des solutions? Justement, Franck Ghislain, il faut dire que nous sommes dans un environnement qui est propice à ce genre de pratiques. C'est pour ça que les agences, la jeunesse qui a décidé de prendre en main ce problème du management sont des bienvenus. Moi, je vais vous prendre un exemple tout simple. Vous aviez un président de club
qui a un jeune talent de 18 ans qui arrive à éclore dans le championnat, disons, camerounais, alors pour peu qu'on vienne lui faire une offre de, je sais pas, 5 millions pour l'amener, je sais pas, quelque part aux Émirats Arabes Unis. Mais imaginez, le gars, il se dit, bon, 5 millions, je vais passer 5 millions. Parce que vous voyez bien comment les clubs sont constitués. C'est pas des sociétés, c'est pas des mastodontes. Je regardais encore hier le classement des 10 meilleurs clubs africains sur le plan financier. Je voyais le Al Ahly qui venait en tête avec, je crois, 31,5 millions d'euros. Donc, c'est trop peu. Oui. Il faut relever déjà d'abord le niveau de vie des clubs. Et des sportifs. Et des sportifs. Justement, si le niveau de vie... Bon, le Al Ahly, vous savez que Al Ahly se déplace généralement en avion. C'est pour ça que... Comme le cas de plusieurs équipes africaines. Oui, mais c'est pour ça justement que vous allez le retrouver. Vous allez retrouver les mêmes équipes tout le temps en Champions League, les gagner avec tout ce que ça comporte. Maintenant, il faut que la moyenne soit beaucoup plus forte. C'est-à-dire qu'on retrouve une vingtaine ou une quarantaine de clubs en Afrique qui ont un niveau bien élevé. Ça va permettre que les joueurs ne partent plus très tôt. Dès qu'on s'est poussé au ballon une fois, on veut déjà aller voir de l'autre côté parce qu'il n'y a rien pour nous retenir. Maintenant, il faut créer les conditions de maintien de nos talents sur place. Ça passe par quoi? Ça passe justement par vos stratégies marketing, par vos stratégies communicationnelles, par un bon management. Faire comprendre à l'enfant que non, écoute, tu n'as pas l'âge de partir, c'est pas le moment. Reste travailler et autour de toi, on va faire une bonne communication, on va faire tout ce qu'il faut pour qu'au moment où tu partes, qu'on te prenne à ta juste valeur. Alors nous, justement, puisqu'on parle de juste valeur, on va tourner la page et on se prend juste après. Alors, l'absence des équipes nationales, de l'équipe nationale du Cameroun de handball au tournoi des Jeux Olympiques de football a suscité beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Et ceci arrive justement consécutivement à ce qu'on voit déjà dans pratiquement tous les pays africains. Par exemple, au tournoi olympique de football, il y a la Guinée équatoriale qui a désisté. Ça désiste un peu de partout. Et là, on comprend clairement qu'il y a probablement un manque de financement. On évoquait tout à l'heure le fait de se départir des ministères. Et donc, est-ce qu'il ne serait pas aujourd'hui question de créer, de mettre sur pied un fonds d'investissement du sport africain? On aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Mais avant, revenons justement sur ce forfait de l'équipe camerounaise de handball. Et ensemble, on essaiera de discuter des causes, mais sur des conséquences et surtout des solutions. Le forfait de l'équipe nationale de handball du Cameroun arrive comme un coup de massue. Alors que les Lions indomptables se préparent depuis plus d'une semaine au palais polyvalent des sports de Yaoundé, les pouvoirs publics n'ont pas réussi à financer le déplacement des filles de Serge Guebogo au tournoi olympique se tenant au Arena de Dakar au Sénégal. Prévu du 26 au 29 septembre au pays des Lions de la Teranga, l'équipe nationale du Cameroun ne rivalisera pas avec l'Angola, le Sénégal et la République démocratique du Congo pour disputer l'unique ticket mis en jeu. La raison, faute de moyens financiers. Ainsi, la tutelle des sports a donc décidé de désengager l'équipe nationale du Cameroun à ce tournoi, s'exposant ainsi à de multiples sanctions pour un pays qui doit accueillir la prochaine CAN. Des frustrations venant de part et d'autre, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal est en colère de cet état de choses, surtout après avoir manqué les Jeux africains pour justement préparer ce tournoi qualificatif. S'exprimant lors de la conférence de presse après le dit forfait, il déclare que comme sanction, le Cameroun s'expose à une disqualification notoire de tous les grands rendez-vous internationaux si la raison n'est pas justifiable. Les premières conséquences déjà de cela, c'est clair, c'est au niveau de l'image du Cameroun. Ça va drastiquement dégrader l'image du handball camerounais à l'extérieur, au niveau de l'image de la FECA handball, mais surtout l'image également du Cameroun. Ça, c'est la première conséquence. Parce que normalement, d'après les règlements internationaux, généralement dans la plupart des disciplines sportives, l'absence justement lors de certains tournois comme cela peut avoir, cette absence-là peut avoir un impact global sur le déroulement même du tournoi qualificatif. Et donc oui, on peut envisager de ce côté-là au niveau des instances internationales, notamment la fédération, la confédération, la CAP, la confédération africaine de handball, peut-être on pourrait envisager, pourquoi pas, une des sanctions de part et d'autre. Les grands perdants, ce sont bien évidemment les athlètes qui ont terminé 3e au championnat des nations à Brazzaville en 2018, vice-champion d'Afrique aux Jeux africains de Rabat en août dernier.
Sur les joueuses, sur le moral des joueuses, parce qu'à un certain moment, les joueuses avaient déjà dans leur programme de pouvoir justement aller défendre les couleurs du Cameroun. Malheureusement, cela ne pourra pas être possible. Cela va jouer sur leur moral, cela va jouer même sur les prochaines échéances, notamment les prochaines échéances continentales, tant en club qu'en équipe nationale. Il faut dire que c'est un gros coup quand même pour le Cameroun qu'en plein 21e siècle, on soit encore confronté à ce genre de problème. Gros point d'interrogation sur les aptitudes du Cameroun à abriter la Coupe d'Afrique des Nations de handball en décembre 2020. Et voilà, c'est donc cet élément que signait pour nous Marina Ngogvina. On se demande, et d'ailleurs dans l'élément, je m'interrogeais encore de savoir comment on peut en arriver là, en plein 21e siècle, André. Ah, c'est difficile d'être Camerounais et de réaliser qu'on se retrouve incapable d'aller à côté ici au Sénégal. Vraiment, c'est incompréhensible. J'arrive pas. Je suis vraiment dépassé par ces informations. Vous savez, vraiment, nous ne pouvons pas être au 21e siècle où le sport est devenu un élément fédérateur. Business. On est d'ailleurs dans une émission baptisée Sport Business Africa. C'est incompréhensible qu'une équipe nationale de handball n'arrive pas à aller. J'ai suivi le président de la fédération qui a voulu se justifier disant non, il n'y avait pas de vol, il n'y avait pas de ci. Mais mon Dieu, il y a combien de compagnies aériennes qui opèrent comme 3 notamment, il faut dire que rapidement, pour édifier les téléspectateurs, 3 compagnies desservaient justement pendant cette période Yaoundé et Dakar, notamment Askai, l'agence Askai, l'agence Air Ivoire de la Côte d'Ivoire et également l'agence Royal Air Maroc avec un escale du côté de Rabat. Bon, mais justement, c'est pour ça que je dis c'est incompréhensible. Maintenant, vous parliez du fonds d'investissement. Oui, justement, on en arrive justement sur le fonds d'investissement. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité justement de bâtir une structure panafricaine qui permettrait justement de capter des fonds et puis maintenant de les redistribuer aux fédérations africaines lorsqu'elles en auront besoin sous la forme de prêts remboursables, bien sûr. Mais attendez un peu, si vous croyez que si les États décident de porter le sport, on aura besoin de fonds, on n'aura pas besoin de ce genre de fonds. Pourquoi? Parce que... Mais c'est de ça qu'il s'agit, justement. Ce sont les États qui peuvent mettre sur pied ce fonds, notamment à travers... Non, mais les États n'ont pas besoin... L'organe de l'Union africaine en charge du développement du sport. Pour moi, les États n'ont pas besoin de mettre... Les États doivent être simplement responsables. C'est-à-dire que, pour le moment, même si je suis contre ça, au niveau de l'Assemblée nationale camerounaise, le ministre va défendre le budget du ministère des Sports en fonction des compétitions. Et généralement, ces budgets sont défendus de la phase préparatoire jusqu'à la finale. Mais il arrive que certaines sélections ne se retrouvent pas en finale. Ça veut dire que généralement, il y a un gap. Ce genre donc de problème ne devrait pas exister parce que on sait quand on va en défendre un budget. Et chaque année, il y a une compétition de hand, il y a une compétition de foot, ainsi de suite. Ça se fait au niveau du budget. Le ministère a une direction de budget qui prévoit tout cela. Maintenant, quand on parle de fonds, oui, les États vont mettre de l'argent de côté, se disant que quand on sera en difficulté, on va aller peut-être emprunter. Non, moi je crois qu'il faut des sanctions fortes. Les sanctions vont faire en sorte que les États soient sérieux. Quand vous perturbez une compétition, parce que au niveau du Sénégal, on a dû revoir la formule. Il y a ce problème de sérieux, mais Tatou, je veux qu'on reste dans le volet purement financier. On veut être sérieux, on a la volonté d'être sérieux, mais lorsqu'on n'a pas les moyens, le nerf de la guerre, on sait que l'Afrique est amenée à organiser désormais une CAN à 24. Comment on n'a pas les moyens? J'en viens. Ok, on sait que le Cameroun, l'Afrique, autant pour moi, est amenée à organiser désormais des CAN à 24, ce qui nécessite énormément en termes d'infrastructures. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de mettre sur pied un fonds qui va permettre à ces États-là, justement, qui ont la volonté, qui ont la responsabilité, mais qui n'ont pas les moyens de pouvoir justement subvenir à un certain nombre de besoins du point de vue sportif? En fait, il faut comprendre que ce type de fonds ne peut pas appartenir à l'État. Non, pas à l'État, mais à une macro-structure, justement. Ce type de fonds, justement, peut-être pas panafricain, mais moi, j'appellerais plus à des structures, des fonds d'investissement privés. Privés aussi, c'est une approche. Au niveau national, dans chaque pays, en fait, pour pouvoir évidemment aussi accompagner les fédérations, les entités sportives à mieux se préparer, à
à jouer un championnat local dans de très bonnes conditions. Je prends un exemple très simple. C'est d'ailleurs un secret, un secret pas pour vous. C'est pas un secret pour vous, justement, j'allais dire. Je suis en train de penser justement à un fonds d'investissement au niveau niveau du sport camerounais pour accompagner justement les institutions comme les ligues, les fédérations, les clubs, les sportifs à mieux se préparer, à mieux travailler, à mieux gérer une saison. Et vous voyez que si au niveau du Cameroun, par exemple, on avait une banque sportive ou alors un fonds privé qui est axé sur le sport, la fédération n'aurait qu'à aller cogner là-bas et dire, OK, nous, on a telle compétition qui arrive, ça coûte 20 millions, est-ce que vous pouvez Et maintenant, le fonds dira à la fédération, OK, mais voici les préalables, il faut que nous on gère ça, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse ça. Parce qu'il faut expliquer aux gens aussi que je ne saurais venir investir dans votre projet si je n'ai pas les garanties d'un retour sur investissement. Tout à fait. Alors, pour avoir un retour sur investissement, il faudrait que vous me laissiez gérer un certain nombre de choses. Tout à fait. Mais le problème, c'est que dans nos institutions, dans nos fédérations, il est carrément difficile, il est parfois impossible, mais parfois très difficile pour qu'on vous cède une partie du pouvoir. Parce que, évidemment... Il faut beaucoup d'opacité pour détourner également pas mal d'argent. Alors, les gars, peut-être un dernier mot, parce que il y a Christian Tamo qui me fait déjà les grands signes du côté de la baie vitrée. Alors, un dernier mot sur la question. Justement, moi, je trouve que ces problèmes arrivent quand il y a une absence de planification. Je disais tantôt que c'est une question de budget. Une fédération doit savoir que j'aurai tel nombre de compétitions pendant la saison sportive. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut aller vers les annonceurs. Tout à fait. Pour avoir des entrées. Vous vous dites, OK, pour que je n'aille pas emprunter de l'argent, il me faut avoir des entrées. Dans des entrées, je prévois un budget de fonctionnement et un budget pour les compétitions. C'est-à-dire que la fédération fonctionne comment au quotidien? Maintenant, quelles sont les charges pour les compétitions? Les calendriers sont généralement connus à l'avance. On sait que l'année prochaine, on ira à telle compétition. On ne va pas attendre un mois avant pour essayer de checker le coût. Le billet d'avion va coûter combien? Les nuitées vont coûter combien? On prend tous ces éléments en charge. Ça fait que quand on a notre budget, il est logé dans une banque. Pour telle dépense, on va prendre de l'argent, on résout le problème. On ne va pas se retrouver avec une équipe nationale, le vert ou jaune, qui ne va pas à une compétition où, ici à côté, si on parle l'Australie, ça devait se passer comment? Donc, moi, je pense qu'il faut un vrai management. Le problème aussi, c'est que the right people at the right place. Justement, il y a des personnes qui ne veulent pas rendre compte. C'est-à-dire que vous utilisez l'argent de l'État n'importe comment, et puis quand il faut rendre compte, vous vous retrouvez bloqué. Tout à fait. J'ai également l'impunité. Oui, moi, j'insiste sur le fait de travailler avec les partenaires. Ça peut être des sponsors, ça peut être des banques, ça peut être... Parce que si vous imaginez, André parlait tout à l'heure d'une fédération qui a un planning bien défini. Et dans le planning, vous avez le côté budget qui dit on a 2-3 compétitions, il faut 80 millions pour ces compétitions-là. Est-ce qu'on ne peut s'attacher les services d'une banque qui fait une ligne de crédit, qui fait ceci, qui fait cela? Et puis après, ou alors d'un fonds d'investissement qui va dire, OK, moi je vous donne 80 millions à disposition, mais pendant la saison, moi je gère le volet communication, je le merchandising, je gère ça. Pour s'assurer les retours. Pour m'assurer du retour sur investissement. Magnifique. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir justement sur ces questions de fonds d'investissement dans le cadre de ce programme. Mais on a privé les téléspectateurs du quiz la semaine dernière. On ne peut pas refaire ça. On va rapidement aller sur un quiz à une seule question. On va commencer par afficher le quiz, la thématique du quiz sur vos écrans. Et nous ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser une question, les gars. Où se trouve la Fédération internationale de volleyball, la FIVB? C'est la question. Dans quel pays se trouve la FIVB, la Fédération internationale de volleyball? Moi, j'ai sommeil. Pardon? Au Japon? Moi, j'ai sommeil. La FIVB se trouve du côté de la Suisse. Eh bien, on va se permettre une dernière question comme ça, juste pour la route. Ok, la FIVB justement a lancé dernièrement une nouvelle forme de volleyball qui se joue. Ce volleyball se joue désormais où? D'accord. S'il se joue sur la neige, il est appelé comment? Oh, le snow volleyball. Super, le snow volley. Enfin, il a fallu beaucoup. Il s'agit du snow volley. Il y a eu d'ailleurs la snow volley World Tour du côté. La snow volley World Tour qui s'est déroulée pas mal. Et attention, s'il vous plaît, il y a une équipe africaine qui a participé à cette Coupe du Monde
de volleyball dans la neige. Et C'est le Cameroun. C'est l'équipe nationale du Cameroun. Et attention, les athlètes évoluent ici au Cameroun, qui n'a pas de neige, je le rappelle aux téléspectateurs qui ne le savaient pas. Alors, nous, on va faire quoi? On va vous dire merci de votre aimable attention. On espère qu'on sera encore avec vous la semaine prochaine. Je vous l'annonçais déjà tout à l'heure. La semaine prochaine, on aura un très, très gros dossier sur les académies, le modèle managérial et financier des académies de football. On ira du côté de Kribi. On évoquait déjà ça tout à l'heure avec le président Silas Bouélé qui sera en ligne depuis Kribi au Cameroun. On ira du côté de la Turquie pour parler d'un centre de formation là-bas, Conviction, qui est chargé justement d'intégrer les jeunes Africains sans papier à la pratique du football. On ira du côté du Mali où nous attendra Henri Noah, c'est un Camerounais d'origine qui officie du côté du ministère malien des sports et il est également le préparateur physique et mental au lycée, dans un lycée sportif de Bamako. On verra ce modèle de lycée sportif là, comment ça marche là-bas du côté du Mali. Nous, on sera encore avec vous avec la même joie, la même passion, surtout la bonne humeur. Et je ne finirai pas cette émission sans remercier le corps professoral et surtout la direction de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication qui a fait de moi un professeur en marketing du sport. Donc, notamment, félicitations. Notamment, je vais donc enseigner les étudiants de Master 2 en marketing du sport de ce côté-là, du côté de l'ESTIC. Voilà, je crois qu'on est complet sur la question. Non, pas encore. Vendredi prochain. Oui, vendredi prochain. À la Startup Academy. À la Startup Academy, on sera justement de ce côté-là pour donner une conférence sur le marketing, l'impact du marketing, pour comment on fait pour devenir riche grâce au marketing du sport. Et justement, on aura Pierre Tatou qui sera là, on aura également Francis Yannick Deguet, notre frère de Six Sport Marketing, et probablement Raymond Mboga qui nous vient d'Italie. Alors voilà, je crois que vous savez tout ou presque sur ce qui va se faire dans les prochains jours. On garde la même forme, la même attitude, on reste sport, mais surtout business. Ciao et à la semaine prochaine.